La première. 15h, 16h le samedi. Les éclaireurs. Fabienne Van de Merch. Bonjour, bienvenue dans Les Éclaireurs. Nous parlons aujourd'hui de microfinance, d'abeilles numériques et de volcans. Et je vous présente tout de suite nos trois invités. Jacqueline Van der Roora est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure ordinaire au département de géologie à l'Université de Liège, géologue de formation. Vous faites des recherches en pétrologie magmatique. Votre spécialisation, c'est donc l'étude des magmas. C'est bien ça. Alors un magma, c'est quoi un magma ? Alors c'est de la roche fondue, tout simplement. Donc c'est en général un mélange de liquide, de cristaux et de gaz dissous qui va se propager à l'intérieur de la Terre pour arriver dans certains cas à la surface et former des éruptions. Avec plus ou moins donc de cristaux Oui. en suspension. De quoi dépend la quantité de cristaux en fait en suspension dans Ça dépend de la température à laquelle se trouve le magma par rapport à sa température de solidification finale, pour dire les choses un peu simplement et schématisées. Et ça dépend évidemment du parcours qu'il a effectué au travers de la croûte continentale, en l'occurrence. Alors Madame Van der Roora, vous avez longtemps étudié les roches plutoniques, c'est-à-dire des magmas qui ont donc cristallisé dans des profondeurs de la Terre, à plus de 10 km de profondeur, ou environ à 10 km de profondeur. C'est ça. En général, on estime que les plutons en général se cristallisent vers 10 km de profondeur. On peut avoir bien sûr d'autres des profondeurs plus importantes, voire moins importantes. Et donc là, ces roches, ce magma cristallise complètement. Ça veut dire que ces magmas-là, c'est pas facile à dire, ne feront jamais éruption. Jamais éruption. Ce qui fait éruption à la surface de la Terre, c'est la lave. Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'on en arrive effectivement à votre expertise actuelle, puisque après les roches plutoniques que vous avez étudiées longtemps, vous vous consacrez aujourd'hui aux roches volcaniques, donc aux volcans. Si on envisage l'ensemble de la planète à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, il y a beaucoup de volcans qui sont susceptibles d'entrer en éruption. Il y a plus d'1 millier de volcans actifs. Je n'ai pas un nombre précis en tête. Alors le plus grand nombre de volcans en fait qui sont actifs à l'heure actuelle sont sous la mer. Donc ils ne sont pas très dangereux pour nous. Ils se situent tout le long de ce qu'on appelle la ride médio-océanique. Mais il y a effectivement aussi d'autres volcans en surface qui sont actifs et qui font parler d'eux parfois avec beaucoup de bruit. Alors il y a le volcan le plus actif du monde, c'est celui qui se trouve en Afrique, celui sur lequel dont vous êtes impliqué dans l'étude actuellement, le Nyiragongo, ou bien le Nyiragongo est effectivement un des volcans actifs à l'heure actuelle. C'est peut-être pas un des plus actifs. L'Etna est aussi assez en Europe. Vigoureux. C'est le plus actif. On en entend parler très souvent, mais effectivement, le Nyiragongo a aussi des éruptions assez fréquentes et il menace évidemment la ville de Goma. Ce qui justifie aussi l'attention qu'on y porte. Et il y a une mission qui vient d'y être conduite et on en parlera dans le courant de cette émission, bien sûr. Donc on parlera des volcans, on parlera aussi de microfinance avec vous, Marc Laby, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie et de gestion à la faculté Warroquet de l'Université de Mons. Vous êtes co-directeur du CERMI, c'est le Centre européen de recherche en microfinance, qui est un centre commun en fait entre Warroquet et Solvay à l'ULB. Alors, Monsieur Laby, vous enseignez essentiellement l'analyse des organisations et le management, et vos recherches portent sur la gestion des organisations du secteur donc non-profit, et singulièrement sur les organisations de microfinance dans les pays en développement. Alors peut-être avant tout deux choses, quand on parle de non-profit, le non-profit et le non-marchand, c'est la même chose ? On peut avoir une discussion tout à fait technique sur les différents aspects, mais disons en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on parle de secteur non-profit, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est pas d'ailleurs pas forcément le fait qu'il ne fasse aucun profit, mais c'est en tout cas le fait que la raison d'être des organisations de ce secteur n'ont pas d'abord la réalisation de profit. Et donc, il y a évidemment, ce sont des organisations, certains les appellent hybrides, on parle aussi d'entreprises sociales, enfin il y a on peut évidemment avoir toute une discussion sur cette terminologie, mais l'idée en tout cas est de se dire que ce sont des organisations pour lesquelles l'obtention d'un profit n'est certainement pas l'objectif prioritaire et pour lequel, s'il y a génération de profit, il y a lieu qu'il soit raisonnable et il y a lieu qu'il soit partagé de façon équitable entre les personnes et les différents acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce profit, le tout en ayant d'autres objectifs simultanément et avec la même importance pris en compte. Des objectifs sociaux, par exemple, ou dans certains types d'organisations, ça peut être des objectifs de commerce équitable ou d'éducation. Dans le cas qui m'intéresse,
les organisations de microfinance, c'est donc évidemment de s'assurer qu'à la fois on finance les gens, qu'on équilibre les comptes, mais qu'en même temps, on s'assure qu'on offre des services financiers aux personnes qui leur apportent un réel plus par rapport à leur propre développement social. Alors on va surtout parler des pays en développement, mais la microfinance, le microcrédit existe dans nos pays occidentaux, dans les pays riches, et ça se pratique d'ailleurs de plus en plus. Est-ce que ça repose sur la même conception que celle que vous venez d'évoquer ? À la fois, on peut y répondre oui et non en même temps. Donc, bien entendu, ça existe et on a une série d'acteurs tout à fait de qualité en Belgique, notamment dans ce domaine, qui sont bien connus. On peut citer, je sais pas moi, Crédal à Louvain-la-Neuve, on peut citer Microstart ici à Bruxelles, FBOM en Flandre. Enfin, donc on a toute une série d'acteurs qui sont bien reconnus dans le secteur et qui remplissent sans l'ombre d'un doute un rôle social bien réel en fournissant des crédits à des personnes qui en ont besoin et qui peuvent donc, qui méritent toute la légitimité qu'ils reçoivent. Ceci étant dit, évidemment, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur et on n'est pas dans le même ordre de contexte. Il est clair que la microfinance accompagne généralement des gens qui sont en situation difficile, mais pour lesquels l'aspect financier est le point clé. Chez nous, il y a bien sûr des gens qui ne sont pas capables de développer des activités par manque d'accès à du financement, mais il y a beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres problèmes qui sont souvent beaucoup plus fondamentaux que celui-là. Et donc, d'une certaine façon, c'est la même activité, mais la manière de la traiter et les volumes dont on parle sont totalement différents. Je veux dire, en Belgique, il y a peut-être, je ne connais pas non plus le chiffre exact, mais peut-être de l'ordre de 2000 microcrédits par an. 2000 microcrédits, c'est l'activité d'une agence sur quelques mois dans un pays en développement où l'activité est importante. Monsieur Laby, en 10-12 ans, la microfinance a quand même considérablement évolué, c'est-à-dire que la façon dont on concevait les choses il y a une décennie ou un petit peu plus, n'est plus nécessairement celle d'aujourd'hui. On a tiré les leçons aussi d'un certain nombre de soucis qui se sont présentés. Je pense que la microfinance a été un de ces secteurs, c'est pas le seul, et je crois pas que c'est typique du monde de la gestion, mais c'est un de ces secteurs qui a été extrêmement à la mode et à qui on a beaucoup prêté à un moment donné, pour ensuite beaucoup critiquer. Et donc, on a eu une première phase où les gens pensaient qu'on allait mettre fin de manière éternelle à la pauvreté dans le monde grâce à la microfinance. J'exagère un peu, mais c'est pratiquement des discours qui ont été tenus. C'était évidemment excessif. Et à l'époque, les académiques attiraient l'attention dans une certaine mesure pour dire ces propos sont probablement excessifs. Et puis par la suite, on est passé dans une autre phase qui s'est avérée extrêmement critique et qui a présenté la microfinance, toute la microfinance, comme si c'était le dernier avatar du capitalisme le plus sauvage pour exploiter les plus défavorisés. Alors je ne dis pas que des situations de ce type-là ne sont pas survenues dans certains cas, mais c'est évidemment largement excessif pour décrire l'ensemble du secteur. Et donc aujourd'hui, on est en train de retrouver un équilibre entre ces deux mouvements de balancier. L'effet de mode est passé. La critique acerbe est en train de s'estomper également et on est en train de revenir à un moment où effectivement les gens qui veulent travailler sérieusement avec des objectifs certes plus modestes mais probablement plus crédibles tout doucement reprennent pied dans le secteur. L'idée fondatrice qui était de réduire la pauvreté grâce à des services financiers, créer le développement social et économique par le bas, c'était comme ça qu'il l'avait dit le Nobel. C'était un projet quand même un peu utopique dans un monde où on dit que l'argent gouverne tout. Mais de toute façon, donc c'est sûr qu'il y avait un côté, et le charisme du professeur Younous, puisque c'est à lui que vous faites allusion. Ouais. Donc le charisme du professeur Younous a beaucoup joué pour l'image du secteur, y compris pour que des académiques s'y investissent. Moi-même et beaucoup d'autres de ma génération avons été quelque part certainement motivés par les travaux de ce monsieur pour nous investir dans ce secteur. Mais toujours est-il qu'effectivement, il avait certainement survendu ce qui était possible, et d'une certaine façon, il eût été logique qu'on soit plus critique dès le départ, dans la mesure où toutes les études depuis de très nombreuses années sur la pauvreté montrent que la pauvreté est quelque chose de multidimensionnel. Et donc, prétendre répondre à un problème qui est extrêmement multidimensionnel comme la pauvreté par un outil, quel qu'il soit, dans ce cas-ci, un outil financier adéquat, c'était évidemment se préparer des lendemains qui déchantent, et effectivement il y a eu un certain désenchantement, mais dans le même temps il faut aussi reconnaître, et c'est important de le dire, il faut se rendre compte que c'est un secteur extrêmement vaste qui concerne des centaines de millions de personnes à travers la planète qui ont besoin d'avoir des accès à des services financiers de qualité.
Il suffit d'essayer d'imaginer ce que pourrait être notre vie si on n'a pas un endroit pour mettre son épargne en sécurité quand on a de l'épargne, où on ne peut jamais obtenir un crédit lorsqu'on en a besoin pour un projet quel qu'il soit, y compris de vie courante, où il n'est pas possible de faire un transfert à un proche qui est à l'autre bout du pays et qui en a besoin pour quelque raison que ce soit. Donc on se rendrait immédiatement compte de toute la difficulté. Donc les services financiers de qualité sont une absolue nécessité si on veut que les personnes intègrent la société et aient toutes les possibilités qu'une société peut offrir. Et donc ce débat-là est celui qui s'est quelque part imposé au fil du temps. On est passé d'un schéma de on va résoudre la pauvreté qui était excessif à on exploite les pauvres au maximum en se disant que peut apporter une microfinance raisonnable et bien faite pour une meilleure inclusion financière des personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier. Et on en parlera certainement tout à l'heure. Il y a le microcrédit en tant que tel, mais il y a aussi la micro-épargne, il y a la micro-assurance et la solidarité. On parlera aussi de ce sur quoi portent essentiellement vos recherches, Monsieur Laby. Ce sont ces organisations, et plutôt comment ces organisations actives en microfinance arrivent à se développer sainement en accordant à la fois autant d'attention, je dirais, à leur gestion qu'à leur rôle social. C'est de cela dont il sera question, on en parlera tout à l'heure. Alors on a cité dans le titre de nos éclaireurs aujourd'hui les volcans, la microfinance, il y avait aussi les abeilles numériques et on y arrive avec vous, Christophe Laduron, bonjour à vous. Vous êtes chercheur et coordinateur de la recherche à la Haute École Albert Jacquard, vous êtes aussi chercheur et maître de conférences à l'Université de Liège, au CRIFA, le centre de recherche sur l'instrumentation et la formation et l'apprentissage. Alors d'abord, le chercheur en haute école, il a le même statut que le chercheur en université ? Grande question. Le chercheur en haute école n'a pour l'instant pas de statut. On est soit on est enseignant et là on est directement attaché à sa haute école et par la force des choses, peut-être par intérêt, par motivation, par curiosité, on peut arriver à développer des projets de recherche. Ou alors on peut se retrouver effectivement avec un statut, mais alors là peut-être plus, c'est vrai, plus valide au niveau chercheur, dans des centres de recherche associés, comme c'est le cas dans certaines autres écoles. Où là, il y a vraiment un pôle de recherche. C'est plus souvent le cas dans des départements techniques ou agronomiques qu'au niveau pédagogique, donc par rapport à ma situation. Mais c'est vrai que on est souvent enseignant et puis par la force des choses, on bifurque vers la recherche. Alors justement, vous vous adressez et vous enseignez à de futurs enseignants et nous allons parler avec vous plus précisément d'un projet que vous portez, c'est le projet BEE, donc BEE comme abeille, qui est un projet en cours, on y reviendra. Alors BEE comme abeille, mais aussi BEE comme Builders of Educative Ecosystem. Donc, voilà. En fait, avec BEE, on essaye de développer des écosystèmes d'apprentissage qui, au jour d'aujourd'hui, on profite aussi de l'essor du numérique pour les développer au mieux. Alors, ce qu'on entend par écosystème, c'est vraiment un endroit, un environnement dans lequel l'étudiant va pouvoir apprendre le plus efficacement possible, à son rythme, à sa manière. Et le numérique, à ce moment-ci, vient vraiment soutenir le projet, dans le sens, c'est pas la volonté n'est pas de faire du numérique pour du numérique, bien entendu. Il y a toute une réflexion pédagogique qui sous-tend ces écosystèmes, mais ils sont plus facilement réalisables, ils sont plus facilement concrétisables grâce au numérique et à l'essor des différentes technologies et l'accès auquel les étudiants l'accès justement qui est facilité pour les étudiants. Mais alors donc ce projet donc il porte sur l'accompagnement d'équipes éducatives. L'idée c'est de construire, vous l'avez dit, des écosystèmes numériques d'apprentissage adaptés à l'enseignement supérieur. Mais évidemment on a un peu de mal à visualiser ce qu'est un écosystème d'apprentissage. Alors à la radio ça va être facile. On est sur Ovio aussi évidemment, donc vous pouvez faire des gestes éventuellement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça ne sera pas nécessaire. En fait on est vraiment parti d'un constat, c'est que par rapport à l'enseignement, et je pense qu'à l'UNIF c'est un petit peu la même chose aussi, il y a un changement de paradigme qui est indispensable. Le cours ex-cathédra, le cours frontal en amphi tel qu'il existe aujourd'hui, avec les technologies, avec l'essor des technologies, je ne vais pas dire n'a plus lieu d'être, mais l'enseignant qui déverse strictement son savoir ou qui vient lire son syllabus, voilà, il y a plus-value. Ce que nous, on part du postulat que justement l'enseignant a toujours sa place, donc il n'est pas du tout question non plus de mettre un enseignant au placard, que du contraire, c'est vraiment de pouvoir se dire, mais tiens, à quoi peut servir l'enseignant, où est sa plus-value lorsqu'il est en classe, au contact de ses étudiants. Il peut être là pour accompagner, pour analyser avec eux. Et donc, ce qu'on souhaitait faire avec BEE, c'était vraiment pouvoir dégager du temps par rapport à ces cours ex-cathédra, parce que voilà, il y a un contenu, il y a un savoir qui doit être transféré, qui doit être proposé aux étudiants.
Et donc, on se base aussi sur différents principes. On n'a rien inventé. On base sur les fameuses classes inversées qui datent déjà de quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui, de nouveau aussi grâce à l'essor du numérique, reviennent très très fort au goût du jour. On se base également sur des méthodologies très inductives, où on part d'exemples. Il faut comparer, déterminer les points communs de ces exemples pour ensuite construire la théorie avec les étudiants. Et c'est là que justement l'enseignant peut apporter sa plus-value, c'est là que l'enseignant peut vraiment apporter un plus en accompagnant les étudiants, c'est lorsqu'il s'agit de dégager de ces différents exemples, de dégager une théorie et de pouvoir aider les étudiants à construire le concept. Voilà, donc c'est comment apprendre et comment enseigner en réalité. Voilà, c'est les deux phases. Alors, Marc Laby et Jaline Van-der-Rohe, vous êtes tous les deux professeurs également, outre vos activités de recherche évidemment. Madame Van-der-Rohe, vous donnez cours de géologie. Comment ça résonne dans votre tête ce que vient d'expliquer Christophe Laduron? Alors, évidemment, tout dépend de la taille de l'amphithéâtre auquel on s'adresse. Quand on a un petit groupe, on peut plus facilement interagir directement avec les étudiants, donc poser des questions en dynamique et voir comment ils réagissent et pouvoir aussi réexpliquer quand on sent que quelque chose ne passe pas bien ou une matière passe moins facilement. Alors déjà, le fait de pouvoir maintenant disposer de ce qu'on appelle le PowerPoint qui a été largement diffusé dans les salles de cours, dans lequel on peut insérer des photos, des films, toutes sortes d'illustrations, ça a apporté énormément. Mais je trouve que le contact, quand on a un amphi qui n'est pas trop grand, le contact entre l'enseignant et les étudiants est très important et permet de faire passer quand même un assez beau message. Marc Laby, vous enseignez à la fois à War-Hockey en bachelier et en master. Alors j'ai une double question. Est-ce que vous vous adressez, est-ce que vous donnez cours différemment en bachelier et en master, votre propre façon d'être? Et est-ce que depuis les quelques années que vous enseignez, votre méthode, je dirais, de pédagogie a évolué? Alors, je pense qu'on peut dire que l'université a évolué. Peut-être beaucoup plus que moi-même, il faut bien le dire, au sens où effectivement il y a de très nombreux outils qui sont mis à la disposition. Donc par exemple, si je prends le cas de mon cours de management de deuxième bachelier, donc un grand cours entre guillemets de base, nous avons réalisé avec le département technique de l'université 17 petites vidéos qui peuvent être vues, qui correspondent aux 17 chapitres du cours avant que le cours n'ait lieu, pour que les étudiants aient le fil conducteur. Il y a un ouvrage de référence qui n'a rien de révolutionnaire ni de récent, mais qui est censé être lu par les étudiants avant de venir au cours. Et théoriquement, quand les étudiants ont fait tout ce qu'on souhaite qu'ils fassent, ce qui n'est pas toujours le cas, s'ils ont vu la vidéo, s'ils ont lu le chapitre, on peut entrer assez rapidement dans une vraie discussion. Alors malheureusement, pas toujours le cas, et le travail de l'enseignant, et c'est ce que l'enseignant va pouvoir percevoir dans les regards et dans justement ce contact humain, c'est de se rendre compte que parce que la matière était difficile ou parce que le travail préalable n'a pas été fait, on peut avoir plusieurs hypothèses, mais toujours est-il qu'il y a lieu de refaire un travail simplement explicatif et d'accompagnement. Et donc je pense moi aussi que la présence de l'enseignant reste absolument cruciale. Maintenant, il est vrai que particulièrement les nouvelles générations sont extrêmement demandeurs de tous ces outils. Reste un vrai défi pour toutes les générations, et je crois que c'est là que le projet de notre collègue trouve toute sa validité et toute sa pertinence. C'est que, effectivement, c'est comme le rapport qu'on peut avoir à l'information. Je veux dire, aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, d'un point de vue technique, l'information est nettement plus facilement accessible, dans une très grande diversité, y compris en langue étrangère, avec des traductions qui valent ce qu'elles valent, mais n'empêche qu'il y a moyen d'avoir ça accès. Est-ce que pour autant on peut dire que le citoyen lambda est en moyenne mieux informé que précédemment ? Il doit développer une compétence qui est de naviguer dans toute cette information. Je pense que pour les étudiants, c'est la même chose. Aujourd'hui, la capacité, effectivement, qu'a un étudiant, par exemple, en plein cours, lorsqu'on dit quelque chose sur un sujet qu'on n'avait pas véritablement préparé ou un exemple qu'on n'a pas revérifié, si on se dit à un moment donné, voilà l'ordre de grandeur du chiffre que je vous donne, évidemment, l'étudiant, en 15 secondes, vous donne le chiffre exact que lui a trouvé en tapotant quelque part. Ça a changé, évidemment. Et donc, ça permet
et ça me semble très sain, un contrôle démocratique du savoir, un échange, une certaine discussion. Cet aspect-là est très positif. Ça permet pour les étudiants les plus motivés d'aller chercher des choses et on peut partager. Et on a effectivement des collègues. Je ne voudrais pas ici donner l'impression que je suis le plus zélé dans cette matière. Mes étudiants, vous enverrez des SMS après pour vous dire que c'est faux. Mais on a effectivement des collègues qui sont extrêmement proactifs avec toute cette nouvelle technologie. Maintenant, est-ce qu'on les a véritablement intégrés pour améliorer la capacité de chacun de véritablement appréhender le savoir, prendre la distance et le maîtriser? Je pense que c'est un peu comme le rapport à la télévision. Ça a pris énormément de temps aux gens pour commencer à avoir un rapport sain à la télévision. Je pense que ce sera la même chose dans ces domaines-là. Christophe Laduron, pour revenir juste, parce que là, on parle évidemment avec Marc Labier et Jacqueline Van der Rohe de l'enseignement universitaire. Dans le cours, parce qu'en commençant, j'ai dit que votre projet BI était en cours. Et c'est vrai que dans l'année 2016-2017, le projet a abouti à la mise en place d'un écosystème d'apprentissage qui porte sur la pédagogie par projet à destination des bacheliers institutrices préscolaires. Mais ça doit être validé pour juin 2018 en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il va être réédité, oui, ici au cours de la prochaine année académique. Et nous, l'équipe de conception, donc on est 3 sur le projet. Donc il y a Isabelle Sacré et Philippe Latinis qui sont mes 2 collègues. Là, ici, on a déjà eu les premières réunions. On va reconstruire un deuxième écosystème qui, lui, va porter sur l'approche de l'enseignement spécialisé. Donc là aussi, les étudiants sont souvent fortement démunis lorsqu'on leur propose d'aller faire un stage dans cette catégorie d'enseignement. Et donc, et je rejoins tout à fait les 2 collègues. Ici, le but, il y a aussi un double but par rapport à la formation initiale des enseignants. C'est que le numérique est dans les classes et aussi dans les classes primaire, il est dans les classes maternelles. Et grâce à des projets comme École numérique, qui a encore été déployé cette année ici, les écoles commencent à s'équiper de mieux en mieux. On commence à retrouver des tablettes, des TBI, etc. Maintenant, le problème de la technologie, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que la technologie, elle ouvre la porte à plein d'avantages, mais aussi à plein de travers. Et notre but avec BI est également de pouvoir, par isomorphisme, faire vivre aux étudiants comment justement par la suite ils vont pouvoir réutiliser la technologie en classe avec leurs futurs élèves. Il y a aussi un but d'éducation par rapport à la recherche d'informations, par rapport à l'usage de la technologie. Un TBI, ça peut être bien, mais ça peut aussi faire des catastrophes. Là, une tablette en classe, c'est exactement la même chose. Eh bien, nous allons continuer à en parler si vous le voulez bien, mais d'abord on écoute Peggy. Les éclaireurs sur la première, le samedi 15h-16h. Et avec nous aujourd'hui, il y a Marc Laby, professeur d'économie et de gestion à la faculté Warroquet de l'Université de Mons et co-directeur du CERMI, le Centre européen de recherche en microfinance, dont nous parlerons certainement tout à l'heure. Également avec nous, Christophe Laduron, qui est chercheur et coordinateur de la recherche à la Haute École Albert Jacquard, et aussi chercheur au CRIFA, le Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation, l'apprentissage. Et puis Jacqueline Van der Rohe, professeure ordinaire au département de géologie de l'Université de Liège, géologue de formation, spécialiste de l'étude des magmas. Pourquoi avez-vous, Jacqueline Van der Rohe, choisi de vous spécialiser et de vous intéresser aux volcans ? Alors, simplement, je crois que c'est un des phénomènes géologiques actifs à l'heure actuelle. Donc, beaucoup de phénomènes géologiques sont passés et ne sont plus actifs. Et donc, le volcanisme, c'est quelque chose que l'on peut voir se produire à l'heure actuelle, pour lesquelles on a des contraintes assez précises. On a des contraintes sur le mouvement des plaques, sur les vitesses d'avancée. On a des contraintes aussi concernant l'observatoire de certains volcans sur leur histoire. Donc tout ça apporte un certain nombre de choses qui facilitent un peu notre travail, mais qui quelque part le rend plus complexe aussi. Mais ce qui vous a intéressé, ce qui vous a passionné au départ, il y a eu des événements dans votre vie, dans votre jeunesse, dans votre enfance, dans vos voyages, qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez dit, bon voilà, moi, je vais me consacrer au volcan. Alors, j'ai très certainement été impressionnée par le parc du Yellowstone, que j'ai visité adolescente, parce que c'est un parc qui est situé sur une immense caldeira. Donc, il est bardé de phénomènes volcaniques divers. Et ça m'a certainement impressionnée. J'ai aussi été impressionnée par le développement de la tectonique des plaques,
qui est un nouveau paradigme qui s'est mis en place dans les sciences de la Terre dans les années 60-70. Et ça a été un énorme changement. Et cela m'a impressionné de comprendre que tout sur Terre bougeait, alors qu'on a l'impression que les choses sont fixes. Et aussi que les chercheurs, à l'heure actuelle, essayaient donc de démontrer cette théorie qui se mettait en place. Et ils ont trouvé des phénomènes qui le prouvaient. Et je trouvais ça assez fascinant. Le fait que notre planète était passée par un état fondu, et ça vous a aussi interpellé. Oui, peut-être il y a très longtemps. Donc c'était tout au début de l'histoire de la Terre. Donc notre Terre a 4,5 milliards d'années. Ça fait une longue période. Et donc tout au début de l'histoire de la Terre, elle est passée par une étape où une grande partie était effectivement fondue. Christophe Laduron, vous, où qu'on regarde dans votre parcours, eh bien on voit qu'il est question de l'utilisation des TIC, des technologies de l'information, de la communication comme support à l'apprentissage. Donc depuis toujours, j'allais dire, la pédagogie, le fait d'enseigner sous les formes qu'on a citées tout à l'heure, c'est vraiment votre vocation, votre première formation, c'est instituteur primaire dont on parlait tout à l'heure. La pédagogie, depuis toujours, non. Disons que je suis tombé un peu dedans par hasard. Je voulais être gendarme. Et puis, Oui, mais vous n'avez pas étudié pour être gendarme, vous avez étudié pour être instituteur primaire. Mais j'ai raté les examens médicaux. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père m'avait dit « Ah, ben, t'as de la patience avec les enfants, tu ferais bien un stit ». J'y croyais pas trop. Et voilà, et je suis arrivé à Virton il y a plus de 20 ans maintenant, où là j'ai fait mes études d'instituteur, et là j'ai tout de suite été... en tout cas conquis, et je me suis dit là j'ai peut-être moyen de m'épanouir. Et la technologie, ça date par contre d'il y a beaucoup plus longtemps, donc je sais pas si j'ai le profil d'un geek, je ne crois pas, mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était technologie, j'ai toujours adoré l'informatique, pas uniquement pour faire des jeux, ou tout ce qui était robotique. Et voilà, et puis par la force des choses, à un moment donné... immanquablement toujours intéressé par ce qui se faisait. Ça a commencé dans l'intégration de la technologie, ça ne date pas d'hier, on en faisait déjà dans les années 80, et j'ai toujours regardé un œil curieux là-dessus, et puis de plus en plus j'ai allié un petit peu les deux mondes, et c'est vrai que maintenant depuis une bonne dizaine d'années je me spécialise vraiment. Et je précise que vous avez aussi fait une licence en sciences de l'éducation à l'ULG, puis que vous avez obtenu un certificat universitaire en tutorat à distance. On aura l'occasion certainement d'en parler. Vous, Marc Haby, finalement, quand on regarde votre parcours, que vous avez pratiquement tout entier fait à l'université de Mons, vous avez d'abord commencé à étudier à l'école d'interprètes internationaux. Ça veut dire, et après, vous avez fait l'économie et la gestion. Ça veut dire que vous avez hésité à un moment donné sur la voie à prendre dans votre vie professionnelle ? Non, pas du tout. En réalité, j'ai été dans une école secondaire absolument merveilleuse, l'Athénée de Soigny, pour ne pas la nommer, où les enseignants nous ouvraient à des tas de choses, et qui, vraiment très très jeune, vers 15-16 ans, je savais que je voulais faire quelque chose dans le monde du développement. Je pensais pas devenir professeur d'université, évidemment. Je croyais plutôt que je finirais, je ne sais pas moi, fonctionnaire à la coopération belge ou à l'Europe ou quelque chose dans ce genre-là. Et donc j'ai choisi toutes mes études secondaires pour arriver à avoir un profil qui me permette d'aller dans ce domaine-là. Donc j'ai étudié les langues parce que je me suis dit qu'il fallait absolument avoir un bagage sérieux, dans mon cas en anglais et en espagnol, si je voulais pouvoir m'intéresser aux questions de développement en Amérique latine qui m'intéressaient. Et donc j'ai structuré mes études pour arriver, non pas au doctorat, ça j'ignorais évidemment au début que je ferais un doctorat, mais pour en tout cas arriver à un ensemble de compétences qui me permettent d'avoir une certaine probabilité de faire ma vie par rapport à ce qui me passionnait quand j'étais adolescent, grâce à l'école où j'avais eu la chance d'étudier. Donc pas tellement, assez peu de hasard en fait, plutôt une planification assez stricte en fait, et très jeune. Et vous avez aussi complété votre formation à la London School of Economics, et puis aussi à l'université de Harvard, où vous avez enseigné par la suite. Oui, j'ai fait des formations, des summer schools dans ces universités, et j'ai effectivement eu la chance dans la Summer School qui est spécialisée microfinance, donc mon domaine de recherche, où j'avais d'abord été comme étudiant, d'être ensuite invité comme enseignant, et donc de pouvoir travailler avec eux pendant 13 ans. C'est ça, évidemment, comme jeune chercheur, ça a été une magnifique opportunité d'avoir évidemment accès d'abord à des collègues de grande qualité, et évidemment à des informations de grande qualité. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Si je cite toutes ces formations en dehors de la Belgique, c'est d'abord parce
parce qu'on parle de vous à l'instant, Marc Labier, et qu'elles sont constitutives de votre parcours, mais aussi parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se tournent vers des formations à l'étranger. La question, évidemment, qui revient tout le temps, c'est de savoir si c'est parce que c'est une formation qui est différente ou si c'est une vision différente de la même matière. Dans votre cas, en termes de microfinance, par exemple, est-ce qu'on pense différemment à Londres, aux États-Unis, ici en Belgique ? Non, pas du tout. Je pense que, en tout cas dans le domaine de la gestion, il y a évidemment différentes écoles de pensée, en gestion bien entendu, et en économie aussi, bien entendu, mais on ne peut pas dire que l'idée d'aller à différents endroits était pour avoir accès à une vision différente. J'ai eu un peu cet aspect-là dans le fait que mon copromoteur de thèse était un Français, parisien, un professeur Hugon, qui est un professeur spécialiste de développement en France, et là il y avait effectivement un peu cette idée d'être confronté à la tradition française d'une part, et à la tradition anglo-saxonne à travers les cours supplémentaires que j'ai pu suivre. Mais même là, on ne peut pas dire qu'il y avait une pensée radicalement différente. La pensée scientifique aujourd'hui, elle est quand même largement partagée à l'échelle de la planète. Il y a différents courants de pensée, heureusement d'ailleurs, que tous les chercheurs ne pensent pas de la même manière, mais je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas dans le domaine qui est le mien, en tout cas il ne me semble pas qu'on puisse dire qu'il y ait qu'il soit possible de donner une attribution géographique à un certain type de pensée. Ça ne me semble pas pertinent dans notre domaine, en tout cas. Madame Van der Roora, vous avez fait votre licence en géologie à l'ULB, puis votre doctorat à l'UCL, et puis après votre post-doctorat aux États-Unis. Vous partagez dans votre domaine ce que monsieur Labier vient de dire ? Oui, si ce n'est que, bon, effectivement, quand on arrive dans d'autres laboratoires, on rencontre d'autres gens, donc on a toujours un regard quand même un peu différent. Les spécialités sont différentes, et dans le domaine scientifique, le fait de voyager donne aussi accès à des instruments différents, et donc à de nouvelles données, à de nouvelles techniques. Donc ça, c'est toujours très formateur pour les jeunes de pouvoir aller passer un séjour à l'étranger. Et au moment où j'ai pu aller aux États-Unis, on était avant le développement d'Internet, donc on n'était pas encore dans cette circulation de l'information à grande vitesse comme on peut la vivre maintenant. C'était le tout début des emails qu'on appelait alors à ce moment-là EarnBitNet, donc on pouvait échanger des petits messages, mais c'était des messages assez succincts. Donc l'information circulait plus lentement, donc aller à l'étranger, ça apportait énormément. Un mot avec vous là-dessus, Christophe Laduron, le projet BI dont on a parlé tout à l'heure, bon, l'idée c'est de pérenniser évidemment ce projet par la création d'autres écosystèmes dans des disciplines différentes. On a évoqué le bachelier institutrice préscolaire, mais vous nous avez dit que voilà, vous travaillez sur aussi un écosystème portant sur l'enseignement spécialisé. Est-ce que vous confrontez ce type de projet à des collègues étrangers ? Est-ce que vous pouvez justement faire traverser la frontière par ce projet et aller le proposer dans d'autres pays, ou bien est-ce que c'est chacun son... Non, du tout. Je pense que comme les collègues ici en pédagogie, il y a différentes écoles, mais je pense que voilà, on est tous relativement d'accord sur ce qui fonctionne moins bien. Maintenant, je pense que dans les différents pays, il y a différents points d'attention. Si je prends le Québec par exemple, là, les recherches, ils se sont énormément spécialisés dans tout ce qui concerne la gestion de la classe, peut-être moins dans les approches disciplinaires. Ils ne sont pas nécessairement en reste pour autant. BI, dans un premier temps, parce que les trois chercheurs, donc Isabelle, Philippe et moi, on a décidé pour l'instant de le limiter à la formation initiale des enseignants, parce que c'est notre domaine privilégié, et voilà, c'est notre formation de base, c'est notre secteur, mais il y a absolument rien qui empêche par la suite de pouvoir mettre en place des écosystèmes d'apprentissage. On le veut transposable facilement, peu importe la matière, peu importe le contenu, et il est tout à fait applicable dans d'autres pays, dans d'autres secteurs. Voilà, ça c'est pour bien plus tard. Tout à l'heure, quand on a repris après Peggy, on évoquait donc votre vocation, finalement le choix que vous aviez fait. Madame Van der Roora, vous avez évoqué cette fascination, si je puis dire entre guillemets, pour la tectonique des plaques, pour la mobilité de la surface de la Terre qu'on croit toujours figée à tout jamais. Il faut aussi dire, puisqu'on revient au volcan, qu'il y a des zones géographiques qui ont connu une activité volcanique extrêmement intense et qui aujourd'hui, j'allais dire, c'est le calme plat, la Norvège.
C'est le cas de la Norvège. Oui, la Norvège est grande partie de la Norvège est un ancien bouclier, comme on dit. Donc, ce sont des zones de l'écorce qui sont à l'heure actuelle particulièrement stables et qui ne sont pas le sujet de séisme ou de volcanisme actif. Mais qui dans le passé, effectivement, on a étudié justement des plutons très anciens du sud de la Norvège, qui ont 1 milliard d'années, et qui témoignent à cette époque-là d'une activité magmatique importante qui vraisemblablement était liée à un volcanisme. Mais est-ce que l'activité d'un volcan peut être aujourd'hui impactée par des raisons qui ne lui sont pas justement intrinsèques, par des problèmes d'environnement, par des essais nucléaires, par des choses comme ça? Est-ce que ça peut avoir une répercussion sur l'activité d'un volcan? Non, pas du tout. En fait, la dynamique des volcans résulte vraiment d'une énergie interne à la Terre. Et la seule chose qui peut parfois, mais il y a beaucoup de débats à ce sujet-là, qui peut parfois déclencher une éruption volcanique, c'est un séisme important. On a quelques exemples où effectivement on pourrait faire un lien entre un séisme de magnitude très importante et le déclenchement d'une éruption volcanique. Mais pour le reste, les éruptions volcaniques n'ont absolument rien à voir avec l'environnement. Quand on étudie, comme vous le faites et vous l'avez précisé tout à l'heure, les volcans, on étudie un des seuls événements géologiques qui se déroulent, qui potentiellement peut se dérouler en direct. Vous l'avez d'une certaine façon vécu avec ce volcan dont vous vous préoccupez depuis un certain temps, c'est le volcan Calbuco au Chili, qui 1 heure après avoir manifesté des signes est entré en éruption. C'était moins 2 pour vous. Oui, tout à fait. C'est un volcan sur lequel nous travaillons effectivement dans une zone du Chili qui est très active. Donc le Chili a une certaine quantité de volcans actifs et la zone où nous travaillons est assez active, et il se fait que un des volcans que nous étudions est entré en éruption peu de temps après avoir effectué une mission là-bas. Et pour le service géologique chilien, c'était aussi une surprise parce qu'il y a eu peu d'événements précurseurs qui pouvaient prédire et suspecter le déclenchement de cette éruption. Mais alors il y a des signes quand même, il y a des signes avant-coureurs. Sur un sismomètre, j'imagine, on voit quand même des choses. Il y a des gonflements du sol, il y a des émanations de gaz, donc on peut savoir que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à courir, par exemple. Voilà, tout à fait. S'en aller. Il y a toute une série de tests que l'on fait pour faire le monitoring, comme on dit, d'un volcan. Notamment, on a des sismomètres qui mesurent en continu l'activité de certains volcans, ceux qui sont particulièrement dangereux d'ailleurs. On mesure aussi les variations de volume du volcan. On peut aussi mesurer la variation de composition des gaz qui sont émis par les volcans. Ça aussi, ce sont des signes qui sont pris avec beaucoup de sérieux. Et aussi, on tient compte de l'histoire de certains volcans, parce que chaque volcan a un petit peu ses caractéristiques et son histoire volcanique. Donc tout ce qu'on peut étudier de ces éruptions passées peut nous informer sur la manière dont il pourrait éventuellement faire éruption. Dans votre laboratoire à l'ULG, à l'Université de Liège, vous étudiez donc les roches volcaniques. Vous faites des analyses chimiques de ces roches, vous faites des analyses aussi des minéraux qui sont présents dans ces roches. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants, ces minéraux ? Alors en fait, il y a différentes façons d'étudier un volcan. Il y a toute une série d'approches possibles, et en particulier à l'Université de Liège, nous sommes géochimistes et aussi on utilise un autre domaine qui est la pétrologie expérimentale, et on essaye en fait par la nature des minéraux, leur composition et la composition des roches aussi, de comprendre d'où viennent ces magmas. Commencer, et la façon dont ils ont cristallisé, à quelle profondeur, à quelle température, quel était le contenu en eau. Toutes ces choses-là peuvent être vraiment informatives sur la dynamique d'un volcan. Alors sur son histoire, sur ce qui s'est passé, et sur aussi la façon dont on peut anticiper, le cas échéant, la suite de sa vie volcanique. Alors on peut, en étudiant les dépôts anciens d'un volcan, on peut évaluer son explosivité, comme on dit, parce que c'est l'explosion sont les éruptions explosives qui sont les plus dangereuses, donc c'est celle-là qu'on redoute. Donc c'est une des choses qui peut être analysée plus en détail, c'est voir est-ce que ce volcan a des caractéristiques plutôt d'explosivité importante ou pas, et avec quelle fréquence, avec quelle récurrence.
On est tous passionnés par l'histoire des volcans, non, monsieur Haby? Je n'y connais absolument rien, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous de dire qu'effectivement, moi j'étais un enfant et je le suis toujours, un grand fan de la série Il était une fois l'homme, qui commence par tous ces volcans en éruption qui nous expliquent qu'on vient de là. Et donc, oui, effectivement, un attachement lié à l'enfance, mais une méconnaissance scientifique totale du sujet, je dois dire. Nous allons continuer à passer en revue vos domaines de prédilection. Ce sera plutôt après Sacha Taureau. Les éclaireurs sur la première. Le samedi, 15h-16h. Et avec nous donc aujourd'hui, il y a Christophe Laduron, il y a également Jacqueline Van der Roera et il y a Marc Laby. Alors monsieur Laby, tout à l'heure on a évoqué rapidement que depuis en fait votre thèse de doctorat, vous vous intéressez plus particulièrement et vos recherches portent plutôt sur les organisations donc actives en microfinance, mais en particulier sur la façon dont elles arrivent, ou plutôt sur comment elles arrivent à se développer sainement en accordant autant d'attention à leur gestion qu'à leur rôle social. Et c'est depuis votre doctorat, parce que vous vous êtes préoccupé à ce moment-là d'une faillite, on va dire, assez retentissante en Colombie, dont on a tiré les leçons. Alors, dont on a tiré les leçons... Il y avait un point d'interrogation, oui, plus ou moins, à la fin de... En tout cas, c'est vrai, et ça montre tout côté... Je pense que c'est un point qui est commun à beaucoup de chercheurs, le côté merveilleux de la recherche. C'est que, moi, l'organisation que j'ai choisie pour ma thèse doctorat, quand j'étais au tout début de ma thèse doctorat, époque où très peu de gens s'intéressaient à la microfinance, c'est parce que c'était une organisation qui était supposée être une des plus réussies au monde dans ce domaine. Et il se fait qu'elle a fait faillite pendant mon doctorat. Et donc, mon sujet qui était de comprendre la complexité de ce qui faisait son succès est devenu la complexité qui m'a géré, qui a amené à sa faillite. Donc ça montre quelque part, et qui a finalement été très intéressant pour montrer toutes les difficultés qu'il y a à combiner ces objectifs, surtout dans un phénomène de croissance. Parce que c'est ça l'enjeu, et ce n'est d'ailleurs pas propre à la microfinance, c'est vrai pour de nombreuses organisations. On veut toujours de la croissance, les gens imaginent toujours que la croissance c'est bien, plus, je sais pas moi, plus d'étudiants dans nos universités, plus de... Ou dans les hautes écoles. Ou dans les hautes écoles, excusez-moi, ou dans les hautes écoles, plus de moyens, je sais pas, plus d'heures d'audience, plus de passages en télévision, même quand on est en radio, enfin bon, on veut toujours plus. Mais toujours est-il que le processus de croissance forte est en fait un processus organisationnellement dangereux. Et ce qui est très intéressant de se rendre compte, c'est que quand on a une organisation d'une taille raisonnable qui fonctionne bien, il est souvent tout à fait illusoire de croire qu'on va pouvoir garder ce qui a fait le succès de la même manière et faire une organisation qui sera 10 ans plus tard 20 fois ou 30 fois plus grande et que ça va fonctionner de la même façon. Et c'est pas simplement qu'il va falloir plus d'investissement et plus de personnes, ça c'est la partie facile des choses. Mais dans les mécanismes de contrôle des organisations, dans la circulation de l'information, dans les mécanismes de prise de décision, dans les processus d'autocontrôle qu'il peut y avoir entre les différentes instances, les choses vont radicalement changer. Et c'est ça qu'on a étudié. On a étudié cette faillite-là. Et on a pu essayer de montrer qu'il y a effectivement toute une série de choses auxquelles il faut faire attention. Parce qu'en microfinance, je terminerai là-dessus, il faut savoir que quand les choses fonctionnent bien, comme il y a d'énormes besoins, les organisations font face à une croissance spectaculaire. Donc, évidemment, le succès attirant le succès, certains peuvent se croire un peu, entre guillemets, au-dessus des règles et finalement rencontrer des difficultés. Donc dans ce que vous dites, il y a deux aspects. À la fois, il faut organiser des produits et des services qui correspondent réellement aux besoins des gens auxquels on s'adresse. Et d'autre part, il y a le problème de la gouvernance. Qui gère les structures financières? Quels sont les liens entre ceux qui subsidient et ceux qui en bénéficient? C'est tout ça l'enjeu. Évidemment, et fondamentalement, et on pourrait d'ailleurs étendre ça bien au-delà des organisations de microfinance, une organisation existe parce que tout simplement des individus se sont mis ensemble pour fournir un certain type de biens ou de services à la collectivité. La première chose qu'il faut pour que les organisations fonctionnent bien, vivent bien dans la durée, c'est que ce bien ou service corresponde aux besoins des gens. Et d'autre part, il faut s'assurer sur la durée que la façon dont on va répartir le pouvoir et contrôler permet suffisamment d'autocontrôle pour éviter des problèmes. Et fondamentalement, que ce soit la crise bancaire que nous avons connue dans nos pays ou que ce soit toute une série d'autres crises, ont beaucoup de similitudes avec ce type de problème. Il y a aussi le poids des régimes politiques aussi dans des pays dans lesquels ces systèmes de microfinance sont soutenus. Le résultat peut varier fortement selon le régime. Oui, mais là aussi,
là aussi, on a eu toute une recherche qu'on a menée avec différents chercheurs étrangers et au sein du CERMI, donc avec nos équipes aussi bien à Mons qu'à Bruxelles, sur justement les crises en microfinance. Et un des aspects intéressants sur l'aspect politique que vous mentionnez, c'est effectivement, il y a un rôle politique qui peut exister, et dans certains pays, on peut imaginer parfois une ingérence qui a un effet négatif, par exemple parce que par clientélisme, on veut faire qu'une institution financière fasse tel et tel type de politique, alors qu'on sait pertinemment bien qu'elle est pas pérenne. Mais on peut aussi avoir l'inverse. On peut avoir des autorités politiques qui sont extrêmement volontaristes et qui souhaiteraient développer, et qui, entre guillemets, prises par leur enthousiasme, fondamentalement mettre en place des outils qui ont pour but de promouvoir les choses, mais le font d'une manière telle que finalement les externalités négatives, les effets négatifs inattendus de ces politiques sont finalement parfois supérieurs aux effets positifs recherchés et sincèrement voulus. Donc c'est assez complexe. Les recherches sur les crises de microfinance, c'est au CERMI que vous donc le Centre européen de recherche en microfinance, qu'on a cité rapidement tout à l'heure, c'est là que vous les organisez, je dirais, ces recherches. Tout à fait. Toutes nos recherches en microfinance, donc en fait le CERMI est une structure qui a été créée par les deux universités, par l'Université de Mons et l'Université de Bruxelles, et où on a regroupé nos chercheurs actifs en microfinance pour justement essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus performant. Et notre collègue disait tout à l'heure, c'est important d'avoir de l'échange avec des étrangers, c'est tout à fait vrai. Nous, dans notre domaine, la réalité était d'avoir énormément de chercheurs seuls, ou vraiment 2 chercheurs par université. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, nous, essayé de mettre en place un centre extrêmement ouvert et qui a aujourd'hui une quarantaine de chercheurs associés qui viennent de partout en Europe, justement parce qu'il manquait un lieu finalement fédérateur. Et c'est ce qu'on a pu créer en unissant les forces qui étaient disponibles aussi bien à l'UMONS qu'à l'ULB. Alors voilà, avec des collègues étrangers, mais aussi avec des collègues d'autres disciplines. Dans le cas de la géologie et de l'étude des volcans, Madame Van der Roera, on trouve au départ des naturalistes évidemment, mais aussi des spécialistes de la stratigraphie, de la physique, de la chimie. C'est ce que vous faites aussi au laboratoire à l'ULG. Oui, tout à fait. Mixer les disciplines, quoi. Oui, tout à fait. Dans le cadre de l'étude des volcans, comme je le disais, il y a une approche géophysique qui est certainement importante, qui prend en compte donc toute la sismicité de ces volcans, qui est très judicieuse parce que justement elle permet dans certains cas de prévoir une éruption qui est imminente, parce que l'arrivée du magma à l'intérieur des volcans, sa remontée progressive produit des ondes sismiques qui ont des caractéristiques particulières, et donc ça permet d'améliorer ces prédictions. Donc on a des interactions avec des géophysiciens très certainement, oui. Et parfois c'est un véritable enjeu de sécurité publique, dans le cas du Nyiragongo, dont on n'aura pas le temps de parler en détail, mais qu'on a cité rapidement tout à l'heure, avec la ville de Goma qui est quasi au pied de ce volcan, et un lac de lave qui est gigantesque et qui varie tout le temps. C'est vraiment un enjeu de sécurité publique. Oui, tout à fait. Il y a choses. Plusieurs volcans à l'heure actuelle qui sont actifs et qui sont très dangereux. On peut citer aussi le Vésuve, qui est juste à côté de Naples, qui fait 1 million d'habitants, le Popocatépetl au Mexique et le Merapi en Indonésie. Sont tous des volcans très actifs, explosifs, et qui sont juste à côté de grandes villes, de grandes agglomérations, donc ils menacent directement les populations. Donc ces volcans-là sont surveillés de très près. Alors je précise que sur la page des éclaireurs sur le site de la première, il y aura toutes les informations utiles et les liens vers vos différents sites, notamment pour vous, Christophe Laduron, bien sûr BI, mais aussi CRIFA, dont on a cité tout à l'heure, qui proposera 3 certificats universitaires remodelés dès la rentrée académique. Il y a aussi HistoWeb, dont le but est de développer le potentiel de la plateforme Cytoming. Donc l'idée, c'est d'aider pour les travaux pratiques en histologie, l'étude des tissus biologiques. Alors on parlait justement de mixité des disciplines, on y est. En une petite minute avec vous, Marc Labie, vous dites que l'université, bien entendu, c'est un lieu de formation, bien entendu, c'est un lieu d'émancipation, mais ça doit aussi être un lieu de réflexion et de découverte culturelle. Vous l'appliquez, vous êtes aujourd'hui conseiller du recteur de Mons pour les affaires culturelles. En quelques instants, comment est-ce que vous pouvez définir alors ce lieu de découverte culturelle ?
Je pense que toutes nos universités et toutes nos écoles, quelles qu'elles soient, doivent essayer d'amener les jeunes qu'elles reçoivent à être le plus ouverts et le plus critiques possible. Ça, c'est d'autant plus nécessaire qu'on le disait précédemment que les informations sont multiples. Et donc je pense que pour faire ça, il ne suffit pas de leur donner des enseignements techniques. Je pense qu'il faut aussi les ouvrir à un maximum de choses et que développer une vraie pratique culturelle dans les universités, c'est une fonction absolument fondamentale que nos universités doivent prendre à bras-le-corps. Voilà, dans les universités et les hautes écoles. Et les hautes écoles, Voilà. bien entendu. Merci Tous les types beaucoup. d'enseignements. Voilà, bien sûr. Merci Marc Lavie, merci Christophe Laduron et merci Jacqueline Van der Rohe d'avoir participé à notre émission Les Éclaireurs. Et je vous retrouve avec plaisir samedi prochain.